Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Face à Face. Mon invité du jour est un personnage truculent, tout simplement incontournable actuellement avec sa compagnie Déraciné moi. Des exemples, Hop Hop Hop, le festival des arts de rue, c'est lui. Les frigos, la guinguette adossée à la porte des Allemands à Metz, c'est lui. Les fêtes de la Mirabelle, c'est toujours lui. Les enfants du charbon au parc Explore de Vindel et Totem, l'opéra rock d'Esch, c'est encore et toujours lui. Laurent Guillaume Deslinger, bonjour. Bonjour, alors attention, c'est nous, c'est surtout nous, ça, c'est important parce qu'on est tellement nombreux à faire tout ça, à rêver tout ça, mais c'est vrai qu'il y a parfois un pilote à bord. Bon, Oui, un chef d'orchestre pour piloter ce collectif. c'est ça, c'est ça. Merci en tout cas d'être là parce que vous êtes partout et vous avez un agenda de ministre selon l'expression consacrée. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on est quand on est passionné dans n'importe quelle discipline, ce que je dis assez souvent, on a toujours un agenda de ministre. Parce que bon, après, je suis hyperactif, donc en même temps, c'est un peu aussi C'est ce pour qui vous ça. fait avancer. Ouais, j'adorerais de temps en temps avoir un agenda paysan, et je pense que c'est assez proche de l'agenda de ministre. Mais voilà. En tout cas, on a ce point commun. En tout cas, qui se cache derrière l'un des hommes de l'été, on va le savoir tout de suite avec le parcours. Alors Laurent Guillaume Deslinger, vous avez 43 ans, vous êtes originaire du pays de Beach, pardon, plus exactement de Gros-Rederchin, petite commune de 1300 âmes. Issu d'une famille lettrée, votre enfance se conjugue au rythme de la poésie, du chant ou des fêtes populaires. Après des études d'architecture à Strasbourg, c'est le grand écart. Vous montez dans la capitale pour le célèbre cours Florent. Vous fondez en 2003 cette compagnie, donc qui vous reflète, Déracinez-moi. Vous déménagez successivement à Sarreguemines, puis à Metz. Vous obtenez rapidement la confiance de la municipalité de l'époque. Vous récupérez le budget des animations culturelles de l'été et montez donc le festival Hop Hop Hop. C'est vraiment le début de l'aventure. Depuis, je le disais, vous avez touché plus de 200 000 spectateurs. 200 000, c'est incroyable grâce au théâtre de rue, entre les enfants du charbon et donc Totem. Il faut y ajouter les frigos et les fêtes de la Mirabelle, autre corde à votre arc. C'est tout simplement incroyable. 200 000, ce chiffre, ça pèse. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce que c'est des jauges cumulées, et c'est vrai que on fait un peu cet exercice-là. C'est-à-dire que sur toutes les productions sur lesquelles on joue, ou les spectacles concrets, ou les festivals, on cumule les jauges, et on essaye d'avoir cette idée de combien de personnes ont pu nous voir. Et on s'est dit, et puis je me suis dit assez tôt, qu'on pouvait aussi être vu, et en tout cas montrer ce qu'on savait faire à un maximum de monde sans forcément passer à la télé. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'expression qui confirme la règle, ou faire du cinéma. Euh, je pense que même on est en dessous Du chiffre. du chiffre, mais voilà, on a fait le tour de la France, on a essayé de montrer au maximum ce qu'on savait faire ici en Lorraine et dans le Grand Est. On est parti à l'étranger, et c'est à chaque fois une victoire de pouvoir réunir des gens autour d'un projet. Et ça, en effet, c'est notre plus grande fierté. Mais après, c'est tout simplement ce qui fait que moi, je me lève le matin, quoi. On va revenir en arrière, 30 ans en arrière justement, à Gros-Rederchin. Quel souvenir vous gardez de cette enfance? Est-ce que le petit Laurent Guillaume, il rêvait justement de ça à l'époque? Forcément. Et en même temps, il pensait comme tous les gens qui naissent un peu dans le milieu rural, voilà, qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est qu'une école de théâtre ou qu'une compagnie de théâtre. Moi, mes parents faisaient de la radio locale, et animaient les week-ends, les fêtes populaires au travers de la radio dans lesquelles ils avaient leurs émissions. Mon papa faisait des sons et lumières. Il faisait des sons et lumières au niveau amateur dans des communes. Il passait des mois entiers à retrouver des photos anciennes chez les habitants des villages qui rendaient un spectacle en racontant l'histoire du village. Et en fait, moi, j'ai grandi dans les studios de radio de Beach, en attendant que mes parents terminent les animations sur les fêtes de la choucroute, et j'en passe, et de la moisson, et au-delà de ça, des balles des pompiers. On y reviendra, on y revient toujours. Et au-delà de ça, voilà, moi, j'ai grandi dans cette ambiance. J'ai eu cette enfance un peu presque bucolique, festive, heureuse,
à la campagne, où en effet, où on peut cavaler dans les champs, monter sur les tracteurs, et puis ensuite aller à la fête du village et profiter au maximum de ce qu'une communauté en tout cas peut offrir, c'est-à-dire se rassembler, faire la fête. Et voilà, moi, je viens de là. Et pourtant, vous vous dirigiez pour épouser une carrière d'architecte. Qu'est-ce qui a fait finalement pencher la balance, à revenir peut-être vers vos premiers amours? Alors déjà, tout simplement parce que, comme on le disait, moi, pour moi, c'était pas possible de faire une carrière d'artiste. Mon papa et ma maman ont toujours fait ces pratiques culturelles en tant qu'amateurs, donc le fait que ce soit professionnalisable, ça me paraissait, voilà. Et puis après, il y a cette envie. Moi, plutôt un bon élève à l'école. Voilà, la réussite, s'il fallait en parler, ou en tout cas, elle passait par d'abord avoir son bac, avoir de bonnes notes et ensuite faire des études. Voilà, on ne fait pas d'études pour être animateur télé, n'est-ce pas? Mais en gros, voilà, moi, c'est vrai que le travail le plus proche de tout ça, le plus créatif, et celui aussi qui était le plus connecté avec mon amour aussi de l'histoire, du patrimoine. Et cette lecture du paysage que j'adore avoir, c'était l'architecture. Et je voulais vraiment être architecte. Sauf que c'est toujours la même chose, hein, au moment où on rêve, on se retrouve ensuite face à une certaine idée de la réalité. La réalité, c'était des heures et des heures derrière un ordinateur pour taper des plans. Mes parents n'étant pas architectes, j'allais pas récupérer un cabinet. Ça m'a vite découragé de passer. Alors j'ai fait vraiment les 2 années fondamentales d'études de tout ce qui était savoir, les savoirs, ça s'appelle les études fondamentales d'architecture. Donc vous avez l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, de la sociologie, Bien qui sûr. était vraiment pour moi un tronc commun d'études passionnantes. Quand on est passé ensuite au projet, et à la réalisation et à la technique, ça m'intéressait plus du tout. Et je crois que j'ai pu prendre d'ailleurs de ces études-là le meilleur. Et ça me sert au quotidien dans tout ce que je fais. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous dites non, c'est pas possible. Comme vous le dites, je veux pas être derrière un écran pendant 30 ans. C'est pas moi. Il faut que voilà que je tente ma chance. Il faut que je monte à Paris et que j'y arrive. J'ai un artiste de Nancy, un comédien qui jouait pour le théâtre de marionnettes de Metz, où je faisais des petites régies par-ci par-là, où je donnais des coups de main, parce que je faisais du théâtre amateur aussi d'ailleurs, grâce au grand projet qui avait été monté par le département de la Moselle, hein, qui s'appelait Pierre de Culture à l'époque. Mhm. Je jouais dans tous ces Pierres de Culture en tant qu'amateur avec une compagnie professionnelle, exactement la même recette que les Enfants du Charbon notamment. Et un jour, sur le plateau de la Citadelle de Beach, à l'issue d'une représentation, il y a un comédien qui s'appelle Christian Magnani, qui est nancéen, qui est venu, qui m'a tapé dans le dos et qui m'a dit « Mais arrête de tourner autour du pot, arrête, Fonce. fonce, monte à Paris, t'es jeune, t'es fringant, t'as du talent, vas-y, fonce, et puis vas-y, perds pas ton temps. » Vous dites justement souvent le spectacle vivant m'a sauvé la vie. Oui, le spectacle vivant et en règle générale, cette capacité en fait, je vais vous dire, m'a sauvé la vie, m'a donné une réelle existence sociale. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un village où j'étais quand même assez différent des jeunes de mon âge, déjà d'un milieu social qui était aussi un petit peu différent. J'avais des parents qui étaient des ovnis. Hein. Enfin, mon père était originaire du village depuis très très longtemps, ma maman était du centre-ville de Metz. On se retrouve au Pays de Beach voilà, et puis eux ils font de la radio, ils font les cons, on peut le dire, hein, parce que voilà, ils organisent des soirées cabaret. Voilà, moi Il profite de la vie. ils profitent de la vie, et puis ils sont toujours dans ce truc, dans ce collectif, cette envie de monter des choses qui m'a pas, enfin, que j'ai totalement en transmission. Et et, et en fait, à un moment, vous vous dites, mais enfin, quel est mon rôle dans tout ça? Est-ce que c'est moi qui suis différent? C'est moi qui ai un problème par rapport aux jeunes de mon âge qui font pas du tout la même chose, qui n'ont pas du tout les mêmes parents? Et c'est vrai que j'ai eu ce moment de doute aussi par rapport à mon adolescence, à me dire, je rame moi, parce que je suis vraiment différent des autres. Et en fait, le théâtre m'a appris ça, m'a appris que peut-être mon rôle à moi était d'avoir un regard sur les autres, parce que je me sentais différent. Et du coup, cette différence-là a fait que j'arrivais à regarder les autres et à me poser des questions sur mon monde, sur le monde, et au-delà de ça, sur la société, la vie. Et je me suis dit, bah tiens, si juste mon rôle à moi dans la société, c'était pas le même, d'ailleurs, presque que le vôtre, hein, en tant que journaliste, qui était de raconter l'histoire des gens et de leur montrer qui ils sont,
avec mes armes à moi, qui sont l'autodérision, la facétie, le rire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je me prends au sérieux, mais C'est pas le cas. c'est vraiment pas le cas. Et C'est si, vraiment pas le cas. Les gens qui me connaissent bien le savent bien. et si vous étiez un lieu, vous seriez les frigos. Un lieu de vie, de partage, de fête. Ouais. Mais en fait, je pense que je ne fais que reproduire cette fête populaire que j'ai appris à aimer et qui, à mon sens, est un aboutissement de génération, une génération, une génération de faire la fête et de se rassembler autour d'un lieu avec toujours de la bonne musique, avec quelque chose de bon à manger et quelque chose de bon à boire. Quand on a réuni ces trois éléments, le but du jeu, c'est Passe une d'être bonne ensemble. soirée. Et puis, je crois que c'est fondamental. Organiser des fêtes, réaliser des fêtes, c'est l'essence plus de la vie. qu'important. C'est l'essence de la vie, ça permet aux gens de se rencontrer, ça crée des histoires d'amour, ça permet aux gens de se détendre, ça permet aux gens d'arrêter de se taper dessus, ça permet aux gens de se réconcilier, ça permet aux gens de faire des choses, de s'occuper. Et ça, c'est fondamental. Si on oublie la fête et si on positionne la fête comme quelque chose, juste un succès d'année ou quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, et si on ne le traite pas avec tout le respect que la fête doit avoir, on passe à côté de quelque chose de fondamental et on va vers des problèmes considérables. Moi, je pense que ce que je sais faire et ce que j'ai appris à faire, et je ne suis pas le seul, hein, on est plein à savoir le faire, c'est à organiser ces fêtes-là et à essayer de le faire avec, en rendant à ces fêtes-là la plus grande noblesse qui est de respecter les gens qui viennent et d'essayer de faire en sorte de leur donner un maximum de ce qu'on peut tous faire. Et vous faites plutôt bien, puisque vous êtes partout. Entre nous, expliquez-nous ce nom, Déracinez-moi. Justement, il vous est venu quand? Justement après une fête, peut-être un peu trop arrosée? Non, je buvais pas beaucoup encore à cette époque-là. Ça ne veut pas dire que je bois beaucoup plus maintenant, mais en gros, Un petit peu plus. non, un petit peu plus, mais par exemple, on s'est fixé des règles quand on dirige un équipement comme les frigos, par exemple, on sait qu'on a droit qu'à de la limonade. Donc, mais il y a plein de sucre dedans, c'est un autre Ouais, c'est problème, pas on y mieux. reviendra plus Mm. tard. Mais au-delà de ça, je reprenais juste votre question. Parce que, Déracinez-moi. voilà, ça c'est aussi mon D'où il est problème. venu ce nom? En fait, tout simplement, au moment où il a fallu choisir un nom de compagnie, à mon sens, et on en revenait à la question de tout à l'heure, donc est-ce que le théâtre m'a sauvé la vie? Déracinez-moi, ça voulait dire arrachez-moi de mes racines, donc sortez-moi de mon territoire pour que je puisse découvrir le monde et avoir ce recul-là. C'est un peu paradoxal, parce que vous aimez retourner à Gros Rederchin. Dès que vous pouvez y aller, vous y retournez. Oui, parce qu'en fait, j'y suis, c'est mes origines, enfin j'y vote par exemple, j'y entretiens la maison de mes grands-parents, je vais très souvent voir mes parents parce qu'on est très famille, et au-delà de ça, je sais que je viens de ce village-là depuis 17 générations, je crois. On est originaire depuis le XVIIIe siècle d'une famille de laboureurs, et on l'a été jusque dans les années 80. Donc partant de ce principe, je sais d'où je viens, je le saurai toujours. Mais mon métier à moi est de quitter ce lieu-là pour encore mieux raconter ce lieu d'où je viens. Je pense qu'on ne peut pas parler de chez soi si on ne connaît pas très bien ailleurs. Et je n'en vis jamais ailleurs, mais j'adore vivre ailleurs. Tout s'explique en tout cas. Est-ce que vous êtes joueur, Laurent Guillaume Deslinger? Pas du tout. Eh ben, on va jouer quand même lors de cette deuxième partie d'émission. C'est le pile ou face. Alors, Laurent Guillaume Deslinger, je vous proposais plusieurs photos dans l'écran qui est devant vous. Il ne faut en choisir qu'une et m'expliquer pourquoi. Et on commence tout de suite par les photos monuments, avec deux monuments que vous connaissez très bien, puisque d'un côté, il y a la citadelle de Bitche et de l'autre, le château de Malbrook. Ah, il faut que j'en choisisse une. Et oui, choix cornélien. Ça va être compliqué parce que c'est deux lieux dans lesquels j'ai passé, j'ai vraiment passé énormément de temps. Et, Vous avez été en représentation, surtout au début des années 2000. Oui. Mais ces deux lieux que je connais de l'intérieur, vraiment. Je vais peut-être garder la citadelle de Bitche parce que je reste un Bitchois chauvin. Mmh. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en partie là que tout a commencé.
c'est contre les contreforts de la citadelle de Bitche que j'ai vécu et que j'ai rencontré une grande partie de l'équipe aussi avec laquelle je travaille quand j'avais 15 ans, via notamment le théâtre de marionnettes de Metz qui produisait les grands spectacles d'été. Et j'ai passé des étés merveilleux à Bitche avec des artistes pour la première fois de ma vie. Et ensuite, quelques années plus tard, j'y montais mes premiers spectacles. Et c'est aussi sur ce qu'on m'expliquait tout à l'heure, c'est sur le parvis, tout en haut, qu'un jour, on m'a dit qu'il fallait que je me barre à Paris, et où le lendemain matin, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé les cours Florent pour avoir un rendez-vous. Et je pense que, au-delà de ça, cette histoire aussi de cette forteresse-là, elle raconte aussi un tempérament, elle raconte une population, elle raconte un peu qui nous sommes là-bas, dans ce territoire qui n'a jamais été conquis, qui a toujours été obligé de se rendre à l'un ou à l'autre, qui s'est toujours senti autant français qu'allemand, surtout européen, et qui reste, et aussi qui a des racines paysannes fortes auxquelles je suis moi intimement lié, et qui font qu'aussi si je fais du théâtre de rue, c'est parce que j'ai besoin de travailler dehors. Alors les deuxièmes photos, il n'y aura pas de photos, mais ce sont 2 pièces de théâtre. Il va falloir choisir entre les deux et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il n'y a pas les photos, hein. Donc c'est Roméo et Juliette contre la femme du Père Noël. Ah oui, 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 oui. Alors oui. Alors il faut que je choisisse l'un des deux. Mm. Mais là c'est dur, hein. C'est dur. Bon. La femme du Père Noël, on va expliquer pourquoi Oui. j'ai choisi ça. Enfin, vous le savez mieux que moi. C'est un petit peu une pièce de théâtre qui vous a lancé quand vous étiez en CM1. C'est ça, exactement. C'était en CM1 avec la directrice actuelle d'ailleurs de l'école de Gros Rederchin, que je salue, qui est toujours directrice, qui faisait sa première année, je crois, quand j'étais au CM1. Pour qui vous aviez un penchant, Oui, paraît-il. pour qui j'avais un penchant, j'étais amoureux d'elle. En même temps, elle était jeune, elle était belle, voilà, elle était sportive, elle est toujours d'ailleurs. Et en fait, j'étais déjà un peu le garçon qui chantait bien, qui connaissait ses récitations par cœur, voilà, qui aimait bien. Pas celui au fond de la classe près du radiateur, quoi. C'est ça. C'était plutôt celui qui discutait avec la maîtresse tout le temps et qui aimait bien la compagnie des adultes plus que la compagnie des enfants. Et en fait, du coup, Véronique, hein, qui est aussi le prénom de ma sœur d'ailleurs, que j'embrasse au passage, mais peut-être aussi pour ça que j'étais amoureux de mon insu, je ne sais plus. Mais du coup, Véronique m'avait proposé de monter un spectacle, ou en tout cas, elle avait proposé qu'on fasse une pièce de théâtre pour la traditionnelle fête de Noël de l'école, où on faisait du théâtre, où on faisait énormément de choses, notamment aussi avec Angèle Duflo, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était conseillère départementale, et qui aussi a transmis beaucoup de la culture à toutes des générations de gros Rederchingeois, chinois, pour être honnête d'ailleurs. Et en gros, j'ai choisi, elle est venue chez moi un soir, pour me proposer trois pièces de théâtre. Et je me souviens quand elle était arrivée juste pour me voir moi et me proposer 3 pièces de théâtre, j'avais peur que mes parents arrivent et se posent des questions et se disent mais qu'est-ce qui se passe. C'est très drôle. Ce sentiment, je le ressens encore. Je suis précisément assis sur l'escalier de la porte d'entrée en l'attendant. Je me vois encore choisir la pièce de théâtre et la monter avec mes copains. Et c'est la première mise en scène que j'ai faite au CM1. Je crois que, je ne sais plus, on était en 90 et j'avais 13 ans. Oui, c'est ça. Donc pour la symbolique, on va choisir celle-là. 8 ans, pardon. 8 ans. On va choisir cette pièce de théâtre pour la symbolique. Pour Véronique. J'ai joué Roméo dans Roméo et Juliette, c'est dur ce que vous me demandez. mais je suis plutôt j'aime beaucoup je suis plutôt le Père Noël plutôt que Roméo. Ça marche. Je le joue mieux, je blanchis. Dernière photo, cette fois-ci elles y sont. Donc les photos place, avec 2 places incontournables de la Lorraine, la place d'Armes contre la place Tannes. Ben, bien entendu, la place d'Armes. Bien entendu, la place d'Armes parce que j'ai des origines messines et bien au-delà. Bien au-delà, et non absolument pas du tout pour la qualité de la place Tannes, et parce que j'ai aussi passé un petit temps dans cette merveilleuse vieille ville de Nancy. La place, et puis quelque part, je dois à Stanislas l'immigration
du XVIIIe siècle et certainement de ma famille qui est arrivée en Lorraine. Donc bon. Mais au-delà de ça, je suis tous les jours et je tombe amoureux devant la cathédrale de Metz et le fait de travailler entre autres aussi pour la ville de Metz et d'avoir cette responsabilité collective au travers de ces deux bâtiments qui se confrontent, qui sont deux pouvoirs qui s'accordent et qui se confrontent comme quelque part toute l'histoire de la Moselle, le pouvoir religieux et le pouvoir d'État et la République. Et sur cette place où énormément de choses se sont jouées et où énormément et qui a en même temps en plus une qualité architecturale, un truc qui est complètement fou, c'est-à-dire ces deux ordonnancements, le gothique contre l'architecture classique française, qui nous donne une sorte de souffle incroyable. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il nous reste quelques minutes d'émission, on passe tout de suite à la troisième partie, c'est l'actualité. Alors, vous venez de jouer à Audun-le-Tiche, Totem, Oui. dans le cadre de Esch 2022. Le spectacle repose sur une idée simple. Comment, en bande, on peut prendre un grand virage? Ça représente un petit peu votre vie, un projet qui forcément vous tenait à cœur. Mais comment est-il né? Je pense que vous pourriez en parler pendant 1 heure. Oui. Mais rapidement, voilà, l'idée, elle a germé il y a un petit moment déjà, je présume. Alors, il y avait déjà cette envie de continuer à faire ce qu'on a appris à faire avec les enfants du charbon, qui sont de travailler sur des grands formats qu'on puisse tourner et des grands spectacles et qui vont interroger les territoires et les habitants, parce que c'est un spectacle qui se construit toujours en lien avec les habitants. Donc, l'idée était de faire ce spectacle qu'on pouvait tourner. L'idée d'interroger le principe du déplacement des populations, moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Parce qu'elle était intimement liée à l'histoire de mes grands-parents et j'ai beaucoup discuté avec ma grand-mère. Enfin, on est une communauté qui a été entièrement déplacée pendant la Seconde Guerre mondiale et ce déplacement-là, ça a toujours été une passion, en tout cas dans les récits de mes grands-parents, et quelque chose de fou et de fort que je ne partageais pas avec beaucoup de gens et qu'on ne partage d'ailleurs pas avec toute une partie de la population française. C'est que ça a créé en 1941 énormément d'interactions entre deux France qui ne se connaissaient absolument pas dans un moment où on faisait peut-être 100 km maximum à l'intérieur de sa propre vie. Ça a créé des interactions qu'on a encore aujourd'hui avec la Charente, dans ma famille. Et en même temps, j'ai toujours eu en moi cette petite histoire qu'on vous raconte toujours, qui est ce jour où les cloches sonnent et où il faut partir. C'est quelque chose qu'on a retrouvé pendant, en même temps, toute notre histoire contemporaine des années 80-90, avec les grands déplacements de population qu'on a connus, avec aussi en 1990 cette chute du mur de Berlin, ces nouveaux États qui ont explosé, la guerre ensuite dans les pays d'Europe de l'Est, etc. Et toujours cette question qui revient et ces images qui vous réinterpellent sur ce petit récit. Et si demain, voilà, il fallait partir et tout recommencer ailleurs. Et je crois que j'ai jamais eu peur de quitter là où je suis pour recommencer ailleurs, parce que je sais que c'était possible au travers de l'histoire que ma grand-mère m'a racontée. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai voulu écrire à l'intérieur de ce projet-là, de se dire que dans la vie, et ce qui me caractérise peut-être le plus, ce qu'on me dit assez souvent, c'est que je suis quelqu'un de résilient, c'est-à-dire que voilà, j'apprends en faisant, j'apprends en me trompant, j'apprends en faisant des erreurs, et j'ai pas peur de mes erreurs. Et je me redresse et je me relève après. Mon papa me disait toujours, quand on tombe sur le cheval, il faut apprendre à remonter dessus. J'ai fait un peu d'équitation, je suis trop grand, ça m'a fait mal au dos. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on veut raconter dans ce spectacle. Tiens, si on vivait tous ensemble, en vrai, cette émotion du départ, et où on va le faire en se disant que si on part, c'est pas tragique, c'est pas dramatique, c'est juste un grand moment de plus qu'on va vivre en commun. Et plus on vit des choses en commun et plus on partage ces choses, plus on est fort pour pouvoir les vivre et les emmener le plus loin possible. Autre exemple de votre résilience, les frigos. Puisque c'est la saison 2 avec vous à la tête. Mais au départ, c'était Petite Lune. En tout cas, plus que jamais, cet endroit magique, un endroit préféré de notre ingénieur du son, Lola Wagner. On la voit très souvent là-bas. En tout cas, c'est vraiment the place to be l'été à Metz.
Oui, oui, oui. C'est vraiment pas un terme galvaudé pour une fois. Non, parce que mais c'est déjà, c'est déjà les frigos, c'est les frigorifiques de Bellecroix. C'est un site qui existe déjà depuis fort longtemps, que les Messins connaissent pour ceux qui se promènent leurs chiens. Les frigos, c'est un endroit où on va depuis longtemps, mais où on n'allait pas, où on n'en profitait pas comme un parc et comme un jardin. Bien sûr. Au-delà de ça, nous n'avons fait que, et Dieu sait que ce n'est pas une mince affaire, parce que accueillir, vous savez, 1000 personnes et réussir à faire en sorte que tout le monde ait une bière en moins d'une heure, voilà, ce n'est pas une sinécure, c'est loin d'être simple, mais de privilégier la convivialité, de faire en sorte, encore une fois, que les gens se rencontrent, et de rendre, surtout aux Messins, ce lieu d'exception qui appartient à la ville de Metz, dont nous ne sommes que dépositaires pendant un temps, et parce qu'on est toujours de passage où qu'on soit. Mais d'abord, c'est un jardin public messin. Et il n'y a rien de plus beau qu'un jardin public où on a envie d'aller, où on a envie de passer du temps. Nous, on a fait ce pari de financer la programmation artistique avec la limonade. Donc, enfin, la limonade un peu plus alcoolisée, mais parce que c'est pas la limonade malheureusement, mais bon, c'est une expression que connaissent bien les limonadiers de la ville. Mais le principe est de pouvoir accueillir un maximum d'artistes et de les financer, non pas sur les impôts des Messins, mais fondamentalement sur leur participation à la limonade. Voilà. Dernière question, très rapidement. On vous retrouvera cet été donc avec le festival Hop pour une 13e édition du 8 au 17 juillet. On vous retrouvera également pour les festivités de la Mirabelle, puisque vous êtes le commissaire de cet événement. Malheureusement, on ne vous retrouvera pas avec le spectacle des Enfants du Charbon cette année. Forcément, c'est une grosse déception. Ce n'était pas possible cette année qu'il y ait une nouvelle édition. Alors oui, c'est une problématique aussi qui n'est pas que affective, etc. C'est une Bien problématique économique aussi, puisque ouais, l'association bat un peu de l'aile, on va le dire comme ça. Oui, et puis, enfin voilà, on partage des problématiques économiques. Hein. Il n'y a pas que c'est pas que l'association des Enfants du Charbon qui accuse ce déficit, c'est nous qui le vivons dans notre trésorerie active. Donc pour nous, voilà, on n'est pas sorti de cette ornière avec l'association des Enfants du Charbon. Au-delà de ça, c'est avant tout, et je pense que s'il fallait, il fallait donner des bons exemples des projets qui n'ont pas survécu au Covid et qui ne se sont pas relevés voilà, de façon aussi instinctive. Et voilà, c'est celui des Enfants du Charbon. Notre vraie déception, elle est là. Elle est pour le moment de ne pas proposer à cette centaine d'amateurs un projet pour cet été, parce que c'est bien avant de l'offrir au public, c'est d'abord un projet humain, un projet dans lequel on emmène une centaine de bénévoles qui travaillent à la transmission de leur patrimoine et de leur histoire. Pour moi, c'est très compliqué de croire qu'on ne comprend pas ça naturellement et de penser que juste ça, ce soit des choses qui se monnaient. Parce qu'en effet, des problématiques économiques, il y en a tous les jours. Les collectivités en ont énormément, toujours, tous les jours. Il faut qu'en gérer. Et c'est un peu comme si, en fait, on ne voyait que de l'iceberg un spectacle qui a fait forcément moins de public. L'an dernier, on a eu forcément 40% de la jauge en moins à un mois après le pass sanitaire sur un secteur comme la Moselle-Est, où il a été très très mal accueilli dans la population, et en plus de ça, avec un été difficile, avec un lendemain de Covid. Et en fait, voilà, je pense que plus que jamais, et c'est pour ça qu'on a tenu l'événement l'an dernier, on savait que ça allait être compliqué, on le savait, mais on ne s'attendait pas à ce que la collectivité ne suive pas. Ça, j'avoue, on a tous été très surpris de ça. Et là, notre responsabilité était de nous dire, est-ce qu'on a suffisamment transmis ce volet humain et ce volet participatif pour que les élus le comprennent et qu'ils puissent comprendre qu'avant d'être attractif pour le territoire, socialement parlant, ce projet est magnifique pour les gens qu'on y implique.
On espère en tout cas qu'il y aura une prochaine édition, peut-être en 2023. En tout cas, merci beaucoup Laurent-Guillaume Deslinger d'être venu sur ce plateau. Je savais que vous étiez bavard, c'était le cas. On est hors délai. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. Bonne soirée à tous.